va nous expliquer comment travaille cet observatoire, comment il va décliner ces approches-là au niveau des États membres, quels sont les retours que peut en attendre la Commission européenne et comment nous, en France, on peut rentrer dans ce dispositif d'observation de sorte à pouvoir faire aussi remonter les chiffres qui correspondent à la réalité française. Merci beaucoup, Lou. Donc, je vais vous parler en anglais. Je vous prie de m'en excuser à l'avance. Donc, je suis très reconnaissant de cette invitation. Je travaille à l'Université de Manchester, mais je travaille également en Pologne et en Norvège. Je suis président de cet observatoire. Donc, il s'agit d'un observatoire qui a été créé il y a un an à peu près, financé par la Commission européenne. Donc, c'est un observatoire qui est bien intégré maintenant dans plusieurs propositions de politique. L'observatoire sera donc un centre de collecte de données. Ce sera un forum de discussion sur l'énergie. Je suis également chercheur dans le cadre d'un projet financé par le Conseil européen. J'ai quelques dépliants ici qui concernent mon projet, mais l'Observatoire est une suite logique de ce projet. Donc, avant de venir à la précarité énergétique, j'aimerais aborder avec vous l'approche qui a été adoptée par nous dans le cadre de cet observatoire. Nous mettons l'accent sur le logement. Nous pensons que la précarité énergétique concerne, oui, les revenus et les prix, mais pas seulement. Souvent, le débat est trop centré sur l'énergie et sur le logement et les prix. Pour nous, la précarité génétique est à part, une dimension à part, une autre sorte de précarité. Il y a des liens, bien sûr, avec la pauvreté au niveau des revenus, mais il y a d'autres aspects. Il y a l'efficience énergétique, il y a les systèmes de chauffage et il y a l'utilisation, la consommation énergétique des ménages, la capacité notamment de passer à d'autres systèmes de chauffage, les habitudes énergétiques, le statut par rapport au logement. Nous avons étudié cette question, donc moi et un collègue, et vous avez en France plusieurs définitions qui seraient conformes à cela. Donc, il s'agit de la capacité d'assurer un niveau de service énergétique dans le ménage. Donc, il y a l'approvisionnement en énergie, il y a le chauffage, l'éclairage, il y a la climatisation, etc. Mais l'environnement doit être sain également. Et c'est dans ce cadre-là que la précarité énergétique devient plus claire à une dimension qui concerne l'accès et le côté abordable de l'énergie. Plusieurs documents ont été rédigés à ce sujet. On parle souvent de la vulnérabilité qui concerne les risques, les facteurs qui font que les ménages basculent dans la pauvreté énergétique. Ces facteurs sont variables. Il y a les prix énergétiques, les revenus, l'investissement dans l'efficience énergétique, l'inflexibilité, l'accès, les besoins en énergie, la capacité d'accéder
des ressources plus abordables. Vous aurez des ménages qui sont vulnérables, les ménages qui sont dans une situation de précarité. Il faudrait essayer de gérer les risques de basculer dans la précarité énergétique. Il faudrait donc prévoir des politiques pour aider ces ménages à risque. L'Observatoire a une responsabilité par rapport aux mesures et aux indicateurs. Il y a plusieurs niveaux. Pour ce qui est de la précarité énergétique, il y a le niveau des dépenses des ménages. Les dépenses n'égalent pas forcément la consommation énergétique. Il faut mener plusieurs estimations pour mieux connaître la consommation par rapport aux revenus, pour mieux définir le risque. Est-ce qu'il s'agit d'un niveau relatif ou absolu et quelles sont les échelles d'équivalence qu'il faut appliquer? Je ne suis pas rentrée dans les détails ici, mais est-ce que chaque ménage est une unité de consommation ou est-ce que nous allons prendre les membres de chaque ménage? On peut parler de point 8, point 6, point 7, par exemple. Donc, il y a plusieurs niveaux de prioritisation au niveau des politiques. Et ensuite, un autre niveau concerne l'auto-reporting. Donc, cela rend la question plus complexe. On va demander aux ménages eux-mêmes quelles sont leurs impressions. Donc, nous avons des indicateurs annuels. Cela nous donne une impression pan-européenne. Pour ce qui est du chauffage, on a ces indicateurs annuels. Parfois, nous avons des indicateurs tous les 5 ans. Mais il y a plusieurs facteurs ici également, car les hivers dans tous les pays ne sont pas les mêmes. On peut aussi poser les questions aux ménages après l'hiver, et donc les réponses ne seront pas les mêmes. Les perceptions culturelles diffèrent également. Quand on pose la question de savoir si un logement est suffisamment chauffé ou pas. Donc, il y a ces variables objectifs par rapport aux conditions au sein du logement, des conditions visibles ou des questions où on peut répondre par oui ou non. Par exemple, l'existence de moisissures, de condensation, un toit qui fuit ou des courants d'air. Est-ce que le ménage est en mesure de payer ses factures à temps ou est en retard de paiement? L'Eurostat va malheureusement réduire sa collecte de certains de ces indicateurs. Donc, même si nous sommes en train de récolter ces données dans toute la mesure du possible, dû à certaines contraintes, ces données seront moins disponibles, moins accessibles à l'avenir. Plusieurs sondages ont été menés en France par rapport aux mesures directes. On peut passer de porte à porte pour poser des questions concernant les niveaux de chauffage. Cependant, ces enquêtes coûtent très cher et sont difficiles. On peut prendre des échantillons qui s'avèrent très utiles. Je vais vous parler maintenant de l'Observatoire et de votre participation possible à l'Observatoire. Donc, l'Observatoire reflète la reconnaissance accrue et l'intégration de la politique dans les travaux des institutions européennes. J'ai été impliquée dans ce processus dès le
début, beaucoup de pression lorsqu'il y a eu le troisième paquet énergétique qui concernait notamment le secteur de l'électricité et du gaz en 2009. Lorsqu'il y a eu l'introduction de ce paquet, nous avons pu introduire une mention la vulnérabilité énergétique. C'était assez difficile et cela a mis en train un processus dans les États membres car il est devenu nécessaire de faire un travail de reporting sur cette vulnérabilité énergétique. Les parties prenantes se sont impliquées et la France a pris beaucoup d'initiatives, a montré la voie à d'autres États membres, a servi de modèle. Il y a une bonne compréhension au sein du public aussi en France sur ce qui est nécessaire à faire. Cependant, il existe encore des lacunes et c'est pour cela que nous avons besoin de cet observatoire comme un centre de connaissances pour collecter des données, pour également conseiller les responsables politiques. Ce centre de connaissances doit donc remplir plusieurs fonctions en fonction des groupes cibles. La précarité énergétique n'est pas un phénomène qui ne concerne que quelques ménages. Nous connaissons les différents enjeux ici. Il y a l'incapacité d'accéder à certains équipements. Il y a la question du retard de paiement aussi. Tous ces problèmes engendrent des difficultés structurelles. Il y a beaucoup de conséquences indirectes pour l'économie et pour la société. Il y a un impact au niveau de la santé des personnes. Cela entraîne l'exclusion sociale, le chômage aussi. Donc, il y a un coût pour la santé, pour le système de santé. Il y a également la pollution suite à l'utilisation de certaines sources d'énergie polluantes. Dans certains contextes, il y a des enjeux politiques, pas forcément en France, au Royaume-Uni ou en Belgique, mais dans d'autres pays, c'est le cas. En Bulgarie, par exemple, il y a eu des manifestations, des protestations il y a plusieurs années qui ont fait tomber le gouvernement. Donc, il peut y avoir des conséquences politiques qui accompagnent bien sûr les autres conséquences. Beaucoup de bénéfices, d'avantages lorsqu'il n'y a pas de précarité énergétique. Donc, l'Observatoire essaie donc de s'attaquer à toutes ces questions. Il y a 6 organisations qui forment un partenariat. Il y a l'Université de Manchester avec l'équipe que je mène. Donc, notre priorité depuis longtemps a été la précarité énergétique en Europe. C'est un sujet de recherche pour moi depuis 15 ans, voire même 20 ans, mais le partenariat comporte d'autres organisations également, Ecofis, Intrasoft International, notre action énergétique au niveau national, l'Institut Wuppertal en Allemagne. Donc, et nous avons également 7 sous-traitants pour un total de 100 personnes environ. Nous essayons d'améliorer la transparence, nous développons une ressource d'information, il y a une mise en
réseau, la diffusion d'informations et une assistance technique qui est fournie par l'Observatoire. Je suis là aujourd'hui pour essayer d'atteindre un maximum de parties prenantes en Europe. Nous travaillons avec les gouvernements en Europe et le travail d'autres observatoires nous intéresse, le travail des centres statistiques. Je serai également à une réunion d'autorité de réglementation la semaine prochaine. Bien sûr, les groupes de réflexion, les coopératives nous intéressent également. Il y a le travail que vous faites aussi et même le secteur commercial, le secteur privé. Donc, toutes les parties prenantes nous intéressent et constituent pour nous des groupes cibles. Concernant l'organisation, maintenant, nous avons 8 activités principales. Nous avons notre portail Internet, nos indicateurs. Nous collectons des données pour nous préparer pour le lancement officiel fin janvier de l'année prochaine. Donc, toutes ces activités font partie du portail. Nous collectons tous les indicateurs et ensuite les analyses, les rapports sur la précarité énergétique en Europe, les bonnes pratiques. Nous avons établi une série de critères de collecte de données et j'espère que vous allez pouvoir contribuer à notre observatoire. Ensuite, les réseaux. Il y aura un nouveau projet que je préciserai, financé par la coopération pour la science et la technologie en Europe. Rachel et François font partie de ce même réseau. C'est un réseau qui cherche à créer des liens en Europe pour avancer ou pour sensibiliser les différents secteurs à la précarité énergétique. Nous avons un conseil d'administration. Nous avons également un conseil scientifique et un comité directeur. Voilà maintenant pour certains des indicateurs qui sont analysés par l'Observatoire et donc la capacité de garder un logement suffisamment chauffé, et ensuite les retards de paiement des factures énergétiques, ensuite la part des dépenses énergétiques, et ensuite lorsqu'il y a cette part qui est 2 fois le moyen national, on parle de cette surcharge au niveau des dépenses énergétiques. On prend une moyenne nationale et ensuite on double la moyenne et on regarde ensuite la part des ménages qui dépensent 2 fois la moyenne nationale. Cela nous permet d'identifier les ménages se trouvant dans des situations précaires. On a également ces indicateurs pour les dépenses en termes absolus. Et il y a d'autres indicateurs secondaires qui concernent les revenus, le statut du logement. Ces données existent dans certains pays,
mais il y a des limitations, des restrictions et très souvent, nous n'avons pas accès à ces variables. Il est assez difficile, je dois dire, de collecter des données européennes. Nous sommes confrontés à de nombreux défis. Cette question n'a pas été abordée à travers un seul indicateur, à travers une seule politique. Donc, nous sommes obligés d'analyser les recoupements, les différentes politiques, et nous devons examiner plusieurs mesures, plusieurs politiques pour avoir un aperçu global de la situation. Il n'est pas possible de prendre un seul indicateur pour mesurer la précarité énergétique. Il y a trop de dimensions impliquées, trop difficile de mesurer la précarité énergétique par un seul indicateur. Il y aura une exposition de photos à l'observatoire qui montre les ménages qui se trouvent dans une situation de précarité énergétique. Nous avons des exemples de la Scandinavie. On a tendance à penser qu'il n'y a pas de précarité énergétique dans ces pays nordiques, vu le niveau de revenus et l'aide aux revenus, mais cette précarité énergétique existe partout en Europe. Le pourcentage est peut-être plus faible dans les pays nordiques, mais le problème existe et plus sévère, bien sûr, dans le sud de l'Europe. Parfois, la part de la consommation énergétique représente beaucoup plus que 40% des revenus. On estime à 125 millions de personnes en Europe se trouvant dans une situation de précarité énergétique. Nous avons aussi notre site web qui sera lancé très prochainement. Vous y trouverez des études de cas et nous allons également publier notre catalogue de mesures qui ont été mises en œuvre dans les États membres pour essayer de remédier à ce problème. Donc là, vous voyez les possibilités de participation pour vous. Vous pouvez vous inscrire sur notre liste de diffusion. Il y a également une possibilité par Twitter. Donc plusieurs possibilités de participation directe. Dès maintenant, nous aurons le lancement de notre portail le mois prochain ou janvier. Nous allons le tester, en tout cas très prochainement, et il y aura un événement qui sera organisé pour lancer le portail, rendant l'observatoire beaucoup plus visible. Et à ce stade, nous serons très reconnaissants de toutes vos contributions à notre portail et vous aurez également la possibilité de participer à des forums de discussion. Nous avons un lien déjà avec l'Observatoire français, un lien direct par rapport à la collecte des données en France à travers une organisation française qui collecte ces données. Nous allons suivre l'actualité en France aussi au niveau de l'Observatoire français. Donc, je vous remercie de votre attention.